Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, un rapport scandaleux martèle le gouvernement camerounais en réaction au rapport d'Amnesty International qui dénonce des crimes de guerre perpétrés par les forces de sécurité camerounaises dans leur lutte contre Boko Haram. Puis la mise en place au Cameroun d'un plafonnement des prix en Côte d'Ivoire, une mesure destinée à lutter contre la vie chère. Ce plafonnement sera contrôlé de façon stricte et régulière, précisent les autorités. Les femmes de plus en plus nombreuses à se mettre à la moto. Nous vous amènerons à la fin de cette édition à la rencontre de motardes sud-africaines éprises d'aventure et de liberté. À 2 semaines des élections générales, le gouvernement kényan renforce son dispositif de surveillance. Un nouveau dispositif technologique est mis en place afin d'éviter toute irrégularité du vote. Sur place, les agents de la commission électorale suivent une formation, notamment sur l'utilisation de tablettes tactiles qui doivent servir à identifier les votants et à transmettre les résultats. Pour rappel, en 2013, lors des dernières élections, de nombreuses anomalies techniques avaient semé le doute quant aux résultats de l'élection. Au Cameroun, le dernier rapport d'Amnesty International suscite beaucoup d'interrogations, mais surtout le mécontentement du gouvernement et pour cause. Dans ce rapport, l'ONG épingle directement les forces de défense camerounaises accusées de graves exactions dans la lutte contre Boko Haram. C'est un reportage signé Shérif Ousmane Bardoumka. Après avoir pointé en 2015 puis 2016 les fréquents manquements des autorités et des forces de sécurité camerounaises au regard de ses obligations, Amnesty International démontre dans son rapport de juillet 2017 que le recours à la torture par les agents de l'État dans le cadre de la lutte contre Boko Haram est aujourd'hui banalisé et ce en toute impunité. Dans ce document intitulé « Chambre de torture secrète au Cameroun », l'ONG dit avoir rencontré 101 personnes affirmant avoir été détenues au secret et torturées par l'armée camerounaise entre mars 2013 et mars 2017. Pourtant, en 2013, le Cameroun n'est pas encore en guerre contre Boko Haram. Nous rejetons, le gouvernement camerounais rejette ces contre-vérités. Amnesty International s'installe aujourd'hui dans une démarche de déni de vérité, de déni de compétences, de déni de capacité et du déni de respect des conventions dont mon pays est signataire. C'est quelque chose d'intolérable, c'est quelque chose d'inacceptable. En réponse au récent rapport de l'ONG internationale, le porte-parole du gouvernement a donné un point de presse vendredi 21 juillet à Yaoundé. Le ministre de la Communication Issa Tiroma a rassuré qu'aucune exaction de quelque nature que ce soit n'est tolérée au sein des forces de défense et de sécurité camerounaises. Selon lui, ce rapport vise à s'appeler au moral et ternir l'image des forces de défense et de sécurité camerounaises. Au ministère de la Défense, les autorités assurent de la formation rigoureuse et intransigeante des forces de défense au respect du droit international humanitaire et des droits humains. L'armée camerounaise, n'est-ce pas, fait un effort extrêmement important pour pouvoir condenser dans le vécu et dans la manière de faire des militaires camerounais des connaissances sur le droit humanitaire à partir de la formation de soldats où il est imposé des modules de droit humanitaire jusqu'à l'école supérieure de défense. Et je dois vous dire que lorsqu'on envoie les militaires camerounais au niveau du combat, il y a un centre d'aguerrissement qui permet, n'est-ce pas, de rafraîchir ces éléments de droit humanitaire. Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, au moins 23 attaques suicides ont été comptabilisées depuis avril 2017. Pour les 4 dernières années, Boko Haram porte la responsabilité de la mort d'au moins 1500 civils dans cette région. Des agressions et des exactions de Boko Haram qui mériteraient également, selon les observateurs, l'attention d'Amnesty International. La Guinée, comme d'autres pays, reste en proie à de nombreux conflits. Des conflits de toute nature, allant du conflit intercommunautaire au conflit électoral. Comment résorber ces crises qui, dans un passé très proche, ont parfois débouché sur des violences? Le gouvernement guinéen planche justement actuellement sur un plan stratégique afin de les prévenir. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Partout en Guinée, des conflits de plusieurs sortes persistent entre différents acteurs de la vie sociale. Les causes les plus récurrentes sont entre autres les conflits liés au foncier, les conflits entre éleveurs et agriculteurs et ceux liés aux joutes électorales.
la première responsabilité est du gouvernement, mais c'est un travail de l'ensemble des Guinéens, de l'ensemble des citoyens guinéens, pour faire en sorte que nous puissions construire une nation de paix, une nation de justice, une nation de liberté, pour que chacun d'entre nous puisse bénéficier de cette prospérité. Le défi actuel est de disposer d'un plan qui va conduire à déterminer les axes d'intervention prioritaires des acteurs sociaux. Il vise l'élaboration d'une véritable stratégie nationale pour la paix, la citoyenneté, la démocratie et la cohésion nationale. C'est des erreurs qu'il faut réparer par nos dirigeants parce que c'est eux qui sont à la base de ces regroupements et de ces organisations. Dire que voilà, vous me soutenez et je vais vous soutenir, les Guinéens ne méritent pas cela. La recherche de plans stratégiques de prévention des conflits est actuellement à l'étude. Son but est de prévenir et mieux comprendre d'éventuels facteurs de troubles à la paix entre les différentes communautés du pays. Les sources de conflits variant selon les régions, les approches de solutions s'adapteront à chaque menace. Le gouvernement ivoirien plafonne des prix des produits alimentaires de base. Pour les autorités, il s'agit de lutter contre la cherté de la vie, mais la mesure qui s'accompagne de sanctions aux contrevenants fait déjà polémique chez les commerçants et importateurs. Idlet Mirabel-Bissou. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé le blocage des prix des denrées de grande consommation entrée en vigueur depuis le 12 juillet 2017. La grille de prix, qui ne connaîtra pas de fluctuations sur le marché pour les consommateurs, concerne les produits alimentaires et ceux du secteur bâtiments et travaux publics. Les prix annoncés vont être appliqués sur le marché ivoirien pendant une durée de 6 mois. Il s'agit de les bloquer, il s'agit de les stabiliser et éviter que la population paye plus et que la population s'accroisse. Même si les populations considèrent cette contribution des autorités comme une mesure qui pourrait soulager le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire, c'est avec réserve qu'elles attendent la mise en application de cette disposition de l'État dans tous les points de vente. Pour éviter la barrière entre les consommateurs et les commerçants, on s'est donné un timing d'1 mois. Le décret a été signé le 12 juillet, les commerçants, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Pendant ces 6 mois, les commerçants ne peuvent pas procéder à une augmentation de 5 produits. Le blocage des prix des denrées concerne le riz, le sucre, la tomate concentrée, l'huile de table et le ciment. Cet arrêt des prix des produits de grande consommation s'inscrit dans le cadre du décret portant blocage des prix et des marges de certains produits en Côte d'Ivoire. Toujours dans la lutte contre la vie chère, le gouvernement avait lancé en avril 2016 la campagne de vérification des instruments de mesure. Cette opération a permis d'assurer la transparence dans les échanges commerciaux en Côte d'Ivoire. Les longues routes majestueuses sud-africaines n'ont plus de secret pour elles. Et c'est en moto qu'elles les parcourent. Et à 25, 40 ou 50 ans, pour ces bikeuses, il s'agit d'une renaissance sur les chapeaux de roue. Ibrahima Djoumaba. La société sud-africaine en pleine mutation découvre des femmes de plus en plus engagées dans des disciplines sportives traditionnellement réservées aux hommes. La course de moto attire les femmes dans les circuits amateurs et professionnels. Elles sont de tous les âges et viennent de plusieurs secteurs d'activité. La passion qui les réunit reste ces grosses motos et la course. Même les accidents de parcours ne les découragent pas. Ce que j'aime dans ce sport, c'est la fraternité qui existe dans notre équipe. Ici, nous sommes comme chez nous. Le club de moto est comme notre seconde famille. Les modèles sont variés, mais les Harley-Davidson sont les plus prisés par ces dames. Les amateurs de moto de la nation arc-en-ciel sont même organisés en club et s'adonnent à des compétitions régulièrement. C'est le cas des membres du Dacross Biking Club qui n'hésitent pas d'ailleurs à travailler avec les hommes. My bosses in the beginning they thought it's crazy. Au début, mes garçons pensaient que c'était fou, mais maintenant, ils ont appris à l'accepter. Tous les vendredis, je suis en jean avec ma moto. À la maison, ils l'ont accepté. J'ai acheté une moto à ma fille pour l'initier. Maintenant, notre passion est devenue aussi une pratique féminine. Cela a changé la perception que les gens avaient de nous. Au total, l'Afrique du Sud compte plus de 400 motards répartis dans les 9 provinces du pays. Au cours des dernières années, ces femmes motocyclistes ont su s'imposer dans le paysage sud-africain. Elles ont même réussi à exporter leur compétition dans les pays voisins, notamment au Swaziland, où elles compétissent sur un circuit de 800 km.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.